Ce qui m'a le plus surpris, c'est la gentillesse des gens. J'avoue que je patrouille beaucoup, je me déplace beaucoup dans la Guadeloupe, je vais à la rencontre beaucoup d'acteurs, d'entreprises, d'associations, d'élus. Je suis beaucoup sur le terrain et je rencontre donc beaucoup de gens et je suis surpris, enfin surpris, c'est pas le mot d'ailleurs, mais je suis toujours très bien accueilli. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et aussi fidèles au Pige TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le préfet de la région Guadeloupe. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Pige TV. La première question que je vais vous poser, que je pose à tous mes invités, comment allez-vous? Écoutez, très bien. Ça fait maintenant 6 mois que je suis dans ce territoire en tant que préfet. Je continue à découvrir tous les jours cet archipel avec le plus grand des plaisirs. Je vois des choses qui marchent bien, je vois des choses qui sont plus en difficulté, mais globalement, je vois une énergie, je vois du potentiel, je vois une envie d'avancer, et moi, c'est ce qui me plaît. Pour l'instant, je suis très heureux. C'est vous qui avez décidé de venir en Guadeloupe? On vous a choisi? Alors, on nous a choisi, nous les préfets, on ne choisit pas où on va. Il y a d'ailleurs à quel moment on arrive et on repart. C'est un choix qui dépend du président de la République. Monsieur le préfet, la question de l'insécurité reste une préoccupation majeure en Guadeloupe. Quelles sont les mesures concrètes que l'État compte renforcer dans les prochains mois? C'est vrai que la situation de la délinquance reste préoccupante. J'ai eu l'occasion de m'exprimer il y a quelques semaines à l'occasion d'une conférence de presse dédiée à la lutte contre la délinquance. Aujourd'hui, on observe en 2025, on a observé un ralentissement de cette délinquance, donc avec des résultats qui ne sont pas satisfaisants parce que la délinquance ne régresse pas, mais qui sont encourageants parce que sur un certain nombre d'indicateurs, les tendances semblent aller dans le bon sens, c'est-à-dire vers plutôt un ralentissement de la délinquance, une réduction de la délinquance. Mais on garde quand même une délinquance hyper violente, très présente, avec comme partie émergée de l'iceberg, c'est les meurtres, les homicides. On a déjà 7 homicides depuis le début de l'année, c'est beaucoup trop. On est à 30% d'augmentation des homicides entre 2025 et 2024. Ce n'est pas acceptable, il faut que nous arrivions à lutter contre ça. Cette délinquance, elle est un peu l'illustration d'une société qui ne va pas très bien. Quand on regarde les indicateurs sociétaux, le taux de pauvreté, le taux d'illettrisme, le taux de décrochage scolaire, le nombre de bénéficiaires du RSA, on voit qu'il y a une société qui est fragile. Et quand vous avez une société qui est fragile, c'est sur cette base fragile que se développe la délinquance. Il faut que nous arrivions à inverser cette tendance, donc lutter contre la délinquance, et en même temps accompagner la société pour que ces éléments de fragilité puissent être corrigés. L'accompagner comment, la société? Je la crois comment? Comment accompagner la société? Il faut faire en sorte que pour les jeunes, nous arrivions à leur offrir des perspectives d'avenir, que nous arrivions à les former correctement, à les éduquer correctement, à leur proposer du travail. Et il faut que les personnes âgées soient sécurisées, il faut que les espaces publics soient sereins. Tout un tas d'actions qui mobilisent d'ores et déjà l'ensemble des acteurs publics. Il faut continuer dans ce sens pour que le taux de chômage, le taux d'illettrisme, le taux de pauvreté, tout ça disparaisse. Parce que quand on a une société forte, quand on a une société qui offre du travail, les perspectives d'avenir sont bonnes et du coup la délinquance régresse. Les Guadeloupéens ont parfois le sentiment que les moyens policiers et judiciaires restent insuffisants. Vous partagez ce constat? Non, je ne partage pas ce constat. D'abord, je voudrais remercier les magistrats parce que nous avons une justice dans ce territoire qui est très efficace, qui est très exigeante et qui n'hésite pas à sanctionner durement les délinquants. Quant au nombre de forces de l'ordre, si je mets bout à bout les gendarmes, les policiers et les douaniers, nous avons à peu près 2300 fonctionnaires présents sur le terrain qui, au quotidien, luttent contre la délinquance. À cela, il faut rajouter les polices municipales avec lesquelles ils travaillent en bonne coopération. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il faut que nous continuions à nous ajuster, à nous réadapter, à se réinventer. C'est d'ailleurs ce que j'ai donné comme mission aux forces de l'ordre, se réinventer en permanence, pour pouvoir être plus intelligents que les délinquants, pour que dans le jeu du chat et de la souris, on reste le chat, on ne devienne pas la souris. Et donc ça demande, et les forces le font, de sans arrêt regarder comment fonctionne la délinquance, à quelle heure, à quel endroit, sous quel mode opératoire, pour qu'on puisse se réajuster et lutter avec efficacité contre elle. Ça demande aussi qu'on puisse coopérer avec les autres partenaires, parce que la lutte contre la délinquance, ça n'est pas qu'une histoire de l'État. C'est aussi l'histoire de l'ensemble des acteurs de la société. Bien sûr, les collectivités locales, mais aussi la population.
quand la population est résignée, elle subit la délinquance. Quand la population dit « je ne veux pas de délinquance », qu'elle utilise l'espace public, qu'elle donne de l'information, du renseignement, etc., qu'elle devient acteur, comme par exemple les opérations de voisins vigilants, ça produit des effets. Et puis, les collectivités locales, en premier rang desquelles les maires, c'est extrêmement important. D'abord parce qu'ils peuvent avoir des polices municipales qui viennent compléter le travail des services de l'État, et parce qu'ils peuvent aussi s'équiper en vidéoprotection. Et la technologie, ça vient utilement compléter le travail des forces. On l'a vu pendant le carnaval, où sur Pointe-à-Pitre, j'ai pu mettre des drones en complément des forces de l'ordre pour surveiller les espaces dans lesquels se déplaçait le carnaval et améliorer la sécurité du carnaval. Donc, il ne faut pas forcément plus d'hommes et de femmes, mais surtout avoir des actions qui se réinventent en permanence pour s'ajuster. Il faut de la technologie portée par l'État ou portée par ses partenaires, et il faut travailler ensemble. Monsieur Poffet, comment lutter contre le trafic d'armes et les stupéfiants dans l'archipel? C'est vrai qu'on a un gros problème à ce niveau-là. On a un gros problème de circulation des armes. On estime qu'il y a à peu près 40 000 armes qui circulent. C'est énorme, c'est hors norme. Et ces armes circulent parce qu'elles rentrent facilement dans l'archipel. Oui, mais on a déjà identifié comment elles rentrent. Pourquoi ne pas trouver des solutions pour bloquer ces entrées d'armes? Comme vous l'avez dit fort justement, identifié qu'elles rentraient, parce que nous sommes un archipel avec des grandes côtes. 650 km de côte à peu près. 650 km de côte, c'est très compliqué. Il faudrait qu'on mette un gendarme ou un policier tous les 100 mètres. Vous voyez bien que ce n'est pas possible. Il faut donc que nous organisions, toujours en se réinventant, en se réajustant, la surveillance de nos côtes. Il faut aussi que nous puissions travailler sur la délinquance dans l'archipel pour lutter contre les homicides, contre les vols à main armée. Et puis il faut aussi qu'on puisse bien contrôler nos portes d'entrée et de sortie. On a parlé des côtes, mais aussi, on le sait, on est sur le grand circuit des narcotrafics qui partent d'Amérique du Sud et qui vont vers l'Europe. On est une des voies de passage, avec une entrée par nos côtes et une sortie par notre port, aéroport ou nos plateformes de courrier. Et donc là aussi, il faut qu'on renforce notre sécurité. Donc c'est un ensemble d'actions qu'on doit mettre en œuvre, nous, en partenariat avec les collectivités, complétées par une justice efficace. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et encore une fois, les indicateurs de la délinquance que je vous ai cités tout à l'heure sont plutôt encourageants. Même s'ils ne sont pas encore satisfaisants à l'heure où on se parle, je considère, moi, et je l'ai dit aux forces, ils sont encourageants parce que les indicateurs sont en train de se modifier. Et on n'est pas dans une situation où on a perdu le contrôle, on est dans une situation où on prend le contrôle. Et j'espère que cette prise de contrôle avec fermeté va se traduire par une réduction des statistiques. Monsieur le Préfet, concernant la vie chère, ça demeure un sujet majeur en Guadeloupe. Quelle action l'État peut-il réellement mener pour faire baisser encore les prix? Alors la vie chère est un sujet effectivement qui préoccupe les habitants de la Guadeloupe, mais aussi d'ailleurs de la Martinique ou de la Guyane, voire de la Réunion. Vous savez qu'on a un dispositif qui est mis en œuvre depuis plusieurs années qui s'appelle le bouclier qualité-prix, qui permet, en négociation avec les acteurs économiques, de proposer aux consommateurs guadeloupéens un panier de produits dont les prix sont maîtrisés pour éviter qu'ils subissent l'inflation et qu'ils subissent des hausses intempestives des produits. Mais est-ce que ce dispositif n'est pas à revendre, puisque c'est vrai que... Alors, il est objectivement insuffisant, il a le mérite d'exister, il a le mérite de permettre de proposer quelque chose, mais en parallèle, vous savez qu'il y a une réflexion au niveau national, portée par la ministre des Outre-mer, qui est une nouvelle loi contre la vie chère, qui est en cours de discussion au niveau des assemblées, et qui devrait nous permettre demain de proposer des nouveaux outils pour arriver à maîtriser la vie chère. Je complète quand même cette réflexion par l'intérêt, voire même la nécessité de produire au niveau local. Parce que ça sera quand même plus intelligent d'arriver à produire, par exemple, du poulet ou des œufs en Guadeloupe, plutôt que d'en importer. Aujourd'hui, on en produit insuffisamment. Donc on voit que là, on a une perspective de développement de notre économie si on arrivait à renforcer la production locale, qui viendrait naturellement se substituer aux importations, compléter les importations, pour que nous ayons aussi une meilleure autonomie alimentaire, ce qui serait intéressant pour tout le monde. Il existe déjà des structures de la sorte, en fait, au niveau des œufs. Bien sûr, il existe déjà. Bien sûr, nous avons des acteurs économiques et des politiques publiques qui sont très orientés vers ça. Mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, le taux de couverture, c'est-à-dire la part de la production locale par rapport à la part des importations, est encore trop faible.
Et il y a sur beaucoup de sujets, on pourrait faire beaucoup mieux. Les sujets agricoles, l'élevage, mais aussi les productions végétales. Il faut qu'on y arrive. Il faut que l'ensemble des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens arrivent à consommer local. D'abord parce que ça correspond aux habitudes alimentaires, parce que c'est produit localement, donc ça crée du travail et de la valeur ajoutée, et parce que, en général, quand c'est produit, c'est plus frais, localement, c'est plus frais, et donc c'est meilleur pour la santé. Donc vous êtes pour la souveraineté alimentaire en Guadeloupe? Complètement, à 200%. Monsieur Bouvet, concernant l'eau et les infrastructures, la question de l'eau reste une crise structurelle en Guadeloupe. Peut-on enfin parler d'un calendrier crédible pour un retour à un service normal? On entend parler de l'eau depuis longtemps en Guadeloupe. Est-ce qu'on verra un jour le bout du tunnel? Oui, on verra un jour le bout du tunnel. La difficulté, c'est de savoir quel jour. Parce que le sujet est un sujet extrêmement vaste. Les besoins financiers pour remettre à niveau le système d'eau et d'assainissement, le besoin financier est monstrueux. Il est à peu près 1,6 milliard, 1,8 milliard. Trouver 1,6, 1,8 milliard d'euros, ça ne se trouve pas comme ça. Et puis, ça va mettre du temps à faire. Aujourd'hui, on met de l'argent sur la table, les grands partenaires, l'État que je représente. Depuis 2020, on a déjà mis 130 millions d'euros pour accompagner l'investissement du syndicat, les investissements du syndicat. 130 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, qui en plus a été bien utilisé. Mais 130 millions d'euros rapportés à 1,6 milliard, vous voyez que c'est encore pas beaucoup. Et que donc, on a beau injecter de l'argent, pour l'instant, objectivement, ça ne se voit pas vraiment au robinet. Pourtant, les travaux sont faits et les travaux sont utiles. Mais avant que ça se voie au robinet, pour que chaque Guadeloupéenne constate qu'il y a moins de tours d'eau et qu'il y a de l'eau au robinet, il va se passer un certain temps, ou pour reprendre Fernand Reynaud, un temps certain. C'est-à-dire? On estime que si on veut remettre totalement le réseau à niveau d'eau et d'assainissement, il faudrait que nous arrivions à mettre à peu près 150 millions d'euros d'investissement par an sur le secteur, sur ces deux activités, eau et assainissement. Et 150 millions d'euros pour atteindre 1,8 milliard, ça va prendre 15 ans. Aujourd'hui, on met à peu près l'ensemble des partenaires, l'État, le Conseil régional, le Conseil général, demain les EPCI qui se manifestent maintenant, et c'est bien, et bien sûr le syndicat, on met à peu près 40 millions d'euros d'investissement par an. 40 millions. Si on reste sur ce pas de temps, cette cadence, 40 millions, pour atteindre 1,8 milliard, vous voyez le temps qu'il va falloir. Donc, on a besoin d'aller plus vite, on a besoin de mettre plus d'argent, parce qu'on se doit de réussir et d'apporter de l'eau aux habitants. C'est la raison même de l'existence du syndicat, du SMGEAG. Il le doit de réussir. Et nous, on se doit de l'accompagner pour qu'il puisse réussir. Il faut qu'il investisse et il faut en même temps qu'il fasse les réformes de gouvernance et d'organisation pour pouvoir porter ce challenge. Je suis plutôt positif sur le sujet, même si je sais que le chemin est long. Parce que, et je l'ai dit, je prends une image que j'ai déjà donnée plusieurs fois, mais elle permet d'illustrer. Si on considère que pour arriver en haut de l'escalier et ouvrir la porte et trouver la lumière, il y a 500 marches, on en a déjà monté à peu près en un seul coup, à la fin de l'année, 20 ou 30. D'un seul coup. C'est très bien. C'est très bien. C'était les premières qu'il fallait monter. On l'a fait. Quand je dis on, le syndicat l'a fait. Donc très bien. Il reste encore 470 marches. Monsieur le préfet, en attendant, qu'est-ce que vous voulez dire à cette population qui souffre au quotidien lorsqu'on entend qu'il y a des personnes en Guadeloupe, qui vivent en Guadeloupe, qui restent pendant 2 mois? On a entendu ce midi des personnes qui résident aux Abîmes, qui sont restées jusqu'à 9 mois sans eau. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui vous regardent actuellement? Malheureusement, à part de comprendre leurs difficultés, pour ne pas dire leurs souffrances, je comprends bien qu'il y a urgence à essayer de régler leur situation et leur apporter une réponse qui soit compréhensible, qui soit acceptable. Malheureusement, la réponse, elle est compliquée à apporter parce que pour arriver à leur apporter de l'eau au robinet, il faut arriver à rénover le système, qui est complètement à bout de souffle. Et il faut en permanence réparer des fuites, changer des tuyaux, mieux organiser la distribution. Tout ça, il faut le faire en permanence. C'est un travail de titan. Mais vous avez raison, le consommateur qui est dans son appartement au bout de la chaîne, qui ouvre son robinet et qui n'a pas d'eau,
Lui, il s'en fiche. Lui, il veut de l'eau. Et oui, mais bien sûr, tout le monde le comprend, ça, et je partage complètement la détresse de ses habitants. Et j'ai pas de solution miracle. Le syndicat n'a pas de solution miracle. Il faut investir, il faut faire des travaux. On a les savoir-faire, on a de l'argent, on fait. Ça produira des effets, mais pas forcément tout de suite. Monsieur le préfet, les relations entre l'État et certaines collectivités locales ont parfois été tendues. Comment comptez-vous renforcer le dialogue institutionnel ? Je ne sais pas s'il y a besoin de renforcer le dialogue institutionnel. Je ne trouve pas que les relations entre l'État et les collectivités soient tendues. Il y a des relations entre l'État et les collectivités, chacun dans son rôle. Donc parfois, effectivement, il y a des tensions, comme dans un vieux couple, où il y a des tensions qui apparaissent de manière naturelle et qui ne sont pas très graves, puisqu'on les surpasse. Puisque, en fait, dans notre système institutionnel français, il y a des collectivités sur les territoires qui ont des compétences, qui sont chargées de mettre en place des politiques publiques. Et puis il y a un État, en l'occurrence que je représente ici en Guadeloupe, qui est là pour accompagner les dynamiques territoriales. Moi, je le dis souvent, je suis là pour accompagner. Accompagner, ça veut dire, je suis là pour accompagner financièrement les projets des collectivités quand elles me sollicitent un soutien de l'État. Je suis là pour accompagner en matière d'ingénierie les collectivités quand elles en ont besoin. L'État, c'est des ingénieurs, c'est des techniciens, etc. Et puis je suis là aussi pour les accompagner réglementairement. Parce que en Guadeloupe, nous appartenons à la nation française, que cette nation s'est construite sur un corpus de règles, de règlements, qu'il faut donc respecter puisqu'on est français. Si on ne veut pas les respecter, on devient un autre pays. Mais il y a un ensemble de règles, et mon rôle, c'est de pouvoir garantir aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens qu'ici en Guadeloupe, on applique les règles de la même façon que dans n'importe quelle partie du territoire national. Ça aussi, c'est la fonction de l'État, et c'est aussi une mission d'accompagnement des collectivités. Comme ça, je peux donner la garantie, et on peut prendre l'exemple des élections, qui est une d'actualité en ce moment. Je me dois, c'est ma responsabilité, d'ailleurs tous les préfets, de garantir aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens que les élections municipales se passeront de la bonne façon, que la démocratie, que l'exercice démocratique sera respecté, parce que j'aurai contrôlé, que les candidats qui se présentent peuvent se présenter, parce que les opérations de vote se seront passées dans de bonnes conditions, parce que la comptabilisation des résultats n'aura pas été soumise à des tricheries. C'est ma responsabilité de garantir que la démocratie s'applique bien en Guadeloupe comme partout en France. C'est ma responsabilité de garantir que l'application des règles se fait de la meilleure des façons, ici, comme sur tout le territoire national. Donc de l'ingénierie, des sous et de l'application de la réglementation, je rajoute, parce que je sais que souvent on est critiqué là-dessus, qu'on essaye d'appliquer avec intelligence. Souvent on nous dit que voilà, on n'a rien compris, qu'on fait mal, que la DAL fait mal, que la DAF fait mal, ou je ne sais pas quoi. Oui, parfois, bien sûr, on est tous des humains, mais l'idée c'est quand même d'appliquer la réglementation avec intelligence. Depuis votre arrivée en Guadeloupe, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou marqué dans le territoire ? Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est la gentillesse des gens. J'avoue que je patrouille beaucoup, je me déplace beaucoup dans la Guadeloupe, je vais à la rencontre beaucoup d'acteurs, d'entreprises, d'associations, d'élus. Je suis beaucoup sur le terrain et je rencontre donc beaucoup de gens et je suis surpris, c'est pas le mot d'ailleurs, mais je suis toujours très très bien accueilli, avec des gens qui ont la volonté de faire avancer les choses dans le bon sens, qui ont la volonté de travailler avec l'État, qui ne sont pas forcément toujours d'accord avec ce que l'État fait, mais qui ont toujours la volonté d'avancer avec l'État. Et donc ça, c'est un vrai plaisir. Je découvre ça avec beaucoup d'appétit. Ce que j'ai découvert aussi, c'est les deux grands sujets qui empoisonnent la vie des Guadeloupéens au quotidien. On en a parlé, l'eau et l'assainissement, et les questions de délinquance. Et c'est vrai que quand on n'a pas réglé ces deux items, on a du mal à vivre sereinement dans un territoire, parce que si vous n'avez pas d'eau robinet, si vous avez peur de sortir de chez vous parce que vous avez peur de vous faire agresser, on ne peut pas vivre sereinement. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres sujets. Il y a le développement économique, offrir du travail à nos jeunes. On a besoin d'une économie qui soit dynamique. On a ici des chefs d'entreprise et des entreprises qui sont dynamiques. Il faut qu'elles aillent vers de la création de valeur ajoutée locale, encore plus qu'elles ne le font aujourd'hui, mais elles le font déjà. Il faut qu'elles créent plus d'emplois pour que nos jeunes puissent avoir des perspectives d'avenir.
On a des sujets de chlordécone, on a des sujets de sargasses, on a des sujets de bichère, vous en avez parlé. Il y a beaucoup de gros sujets qui occupent beaucoup le préfet, comme ça d'ailleurs occupe beaucoup l'ensemble des partenaires et des collectivités locales de ce territoire. Monsieur le préfet, en guise de conclusion, si vous deviez donner un message aux Guadeloupéens aujourd'hui, quel serait-il ? De croire en son territoire. De croire en son territoire, de croire au potentiel de ce territoire, parce que s'il y a des difficultés qui sont réelles, il y a des potentiels qui, eux, sont bien réels. Et il faut croire en ce territoire pour s'investir dans le territoire et construire, pour tirer le territoire vers le haut. Il ne faut surtout pas le tirer vers le bas en mettant en avant que les difficultés. Il faut au contraire, bien sûr, ne pas écarter les difficultés, ne pas les mettre sous le tapis. Mais il faut croire au potentiel de ce territoire et chercher à le développer. Il faut qu'on offre des perspectives à notre jeunesse, qui ici a tendance à baisser les bras. Non, il faut lui dire que le territoire a du potentiel, que l'économie a du potentiel, qu'on est capable de développer encore plus l'agriculture et la production locale. On est capable de développer encore plus l'attractivité touristique et donc la venue d'étrangers qui viennent renforcer l'économie. On est capable de plein de choses. Croyons en ce territoire. C'est en tout cas ce que moi, je crois pour la Guadeloupe, avec mon regard de préfet, un peu extérieur à la Guadeloupe, même si j'y vis maintenant. Mais je suis sûr que l'ensemble des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens partagent cette vision que j'ai et font tous tout ce qui est possible pour développer la Guadeloupe. Monsieur le préfet, merci d'avoir répondu aux questions du Pige TV. Merci à vous.